Dans une grotte calcaire au cœur du nord de la Chine, un os attendait dans la boue depuis 40 000 ans. Une simple mâchoire. Un carré d'os humain oublié par le monde. Personne ne savait ce qu'elle contenait. Personne ne savait ce qu'elle allait faire trembler. Cette mâchoire, on l'a retrouvée près du village de Tianyuan, à quelques kilomètres à l'ouest de Pékin. Elle appartient à un homme. On l'a surnommé l'homme de Tianyuan. Et quand les scientifiques ont enfin lu son génome, ils n'ont pas découvert un Européen déguisé en Asiatique. Ils n'ont pas trouvé un immigrant venu d'Afrique lointaine. Ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. L'homme de Tianyuan appartient déjà génétiquement à la lignée qui va devenir, des dizaines de milliers d'années plus tard, celle du peuple chinois moderne. C'est ici que commence l'histoire que personne n'avait racontée. Pendant des siècles, on a répété la même rengaine. Le peuple chinois serait arrivé d'ailleurs. Il serait le produit d'une grande vague venue des steppes. Il aurait été unifié par un seul empire tardif, descendrait d'une seule grande dynastie où se serait formé sur les routes du commerce qui ouvraient l'Asie vers l'Occident. 4 histoires simples, 4 histoires élégantes, 4 histoires confortables. 4 histoires que l'on raconte encore aujourd'hui dans les livres pour enfants. La première dit que le peuple Han vient des steppes du nord, d'un peuple cavalier qui aurait submergé l'Asie centrale avant de descendre vers la Chine. La deuxième affirme qu'il est né d'un grand empire tardif, qu'un seul roi aurait uni tous les peuples sous un même drapeau. La troisième soutient que les Han se sont constitués en se mélangeant avec des vagues successives venues de Mongolie et de Mandchourie. La quatrième, plus subtile, imagine que la civilisation chinoise est le fruit d'un choc brutal entre deux cultures lointaines. Une rencontre venue de l'extérieur qui aurait tout déclenché. 4 histoires, 4 légendes, 4 visages différents de la même illusion. Elles sont magnifiques. Elles sont aussi fausses. L'idée a survécu. Les preuves, elles, n'ont pas survécu. Et ce qui les a fait tomber n'est ni un livre d'histoire, ni une fouille spectaculaire, ni une inscription gravée dans la pierre. C'est l'ADN ancien. Quand on a commencé à extraire l'ADN des ossements des premiers cultivateurs chinois, des premiers chasseurs du fleuve jaune, des vivants des régions du Yangtze et des forêts boréales de l'amour, quelque chose a bougé. Pas un détail, pas une nuance. Un continent entier d'histoire s'est effondré en silence. Ce que la génétique moderne a trouvé n'a pas simplement ajusté l'ancien récit, elle l'a remplacé. L'homme de Tianyuan date d'environ 40 000 ans. C'est presque le double de l'âge de l'agriculture. C'est un chasseur, c'est un cueilleur. Il ne connaît ni la rizière, ni le mil, ni le moindre mot de quelque langue que ce soit. Et déjà, son ADN montre qu'il appartient à une seule famille. Une famille est asiatique. Une famille qui s'étendra sans rupture jusqu'à la Chine moderne. Avançons, 9000 ans avant notre ère. Sur les rives du fleuve jaune, des groupes humains commencent à semer du mil. Plus tard, ils apprendront à semer d'autres céréales. Plus tard encore, ils construiront des villages entiers, puis des villes, puis des dynasties. Mais ce qui compte ici, ce n'est pas ce qu'ils bâtissent, c'est la trace qu'ils laissent dans l'ADN de leurs descendants. Quand on séquence le génome des cultivateurs anciens du fleuve jaune, la réponse tombe comme un couperet. Ces cultivateurs ne sont pas des étrangers. Ils ne sont pas des navigateurs venus d'Orient, ils ne sont pas des marchands venus d'Occident. Ils sont de la même lignée que l'homme de Tianyuan, et de la même lignée que les Han actuels. La Chine ne s'est pas peuplée depuis l'extérieur, elle s'est peuplée depuis ses propres profondeurs. Et ce n'est pas un détail, c'est plus de la moitié du génome des Chinois Han modernes qui provient directement de ces cultivateurs du fleuve jaune. Pas en passant par un détour, pas en passant par une fusion, en passant par la durée, continuer le voyage. Vers le sud, le long du Yangtze, une autre révolution commence. Les rizières, une agriculture dense, riche, profonde. Les cultivateurs du Yangtze ne sont pas les mêmes que ceux du fleuve jaune. Ils ont leurs propres ancêtres, leur propre trajectoire. Mais ces ancêtres-là, eux aussi, sont enracinés dans la même matrice est-asiatique. Pas une matrice universelle, une matrice régionale, un berceau commun, une lignée qui n'a pas été importée. Elle a poussé là, lentement, pendant des dizaines de milliers d'années. Ici, la grande surprise. Ce ne sont pas les conquérants qui ont fait la Chine, ce sont les fermiers. Et pas n'importe lesquels. Les fermiers du fleuve jaune, les fermiers du Mil,
Voilà ce qui se passe quand on prend l'ADN au sérieux. Et ce n'est que le début. Maintenant, regardons les chromosomes Ibel, la lignée paternelle des hommes chinois. C'est ici que la science devient chirurgicale. Lorsqu'on examine l'ADN du chromosome Iber des hommes Han modernes, une proportion massive, proche de 40%, descend d'un petit groupe d'ancêtres paternels. Pas des empereurs, pas des rois, des fermiers, des hommes du néolithique tardif installés sur le fleuve Jaune et ses affluents. L'ADN du chromosome Y, qui se transmet de père en fils sans presque jamais se mélanger à l'ADN maternel, garde la trace sèche, presque brutale, de cet enracinement. Ces hommes ne sont pas venus d'ailleurs, ils sont là depuis la nuit des temps. Et ces lignées s'appellent, dans le jargon des généticiens, O2A2B1A1-M117, un nom technique, difficile à prononcer. Mais derrière ce nom se cache une vérité simple. Environ 40% des pères chinois d'aujourd'hui seraient les descendants directs de quelques hommes qui labouraient la terre il y a 5000 ans. Pas des guerriers, pas des nomades, des cultivateurs. Imaginez cela. Une lignée paternelle qui traverse les millénaires comme une tige d'acier traverse une poutre de bois, pas en s'imposant par le fer, en s'imposant par la durée. Voilà comment se construit un peuple, pas par la conquête, par la continuité. C'est ce que la science appelle le modèle de diffusion démique, pas une migration de masse brutale qui balaie tout sur son passage. Une lente avancée de populations qui se déplacent avec leurs graines, avec leurs outils, avec leurs enfants. Et qui lentement, sur des générations, transforment le paysage génétique sans presque rien casser. Maintenant, écoutons ce que disent les mitochondries, la lignée maternelle. C'est une autre voie, plus diffuse, plus ancienne, plus patiente aussi. Quand on lit l'ADN mitochondrial des femmes chinoises, on entend autre chose. Non pas une seule voix, mais un chœur. Plusieurs grandes lignées maternelles, dont une qui s'appelle D4. La lignée D4 est très présente en Asie du Nord-Est et en Asie orientale. C'est une lignée qui ne vient pas d'Europe, c'est une lignée qui ne vient pas d'Afrique lointaine. C'est une lignée est-asiatique, profondément est-asiatique. Et ce que cela signifie est vertigineux. Cela signifie que les mères fondatrices de la Chine ne sont pas arrivées avec une vague migratoire récente. Elles étaient déjà là. Elles portaient déjà en elles la trace profonde des grands froids et des forêts boréales qui s'étendaient au nord du fleuve Jaune. Les mères du peuple chinois font partie du paysage depuis au moins 20 000 ans, pas comme des visiteuses, comme des racines. Ajoutons un autre fil. Au nord, dans le bassin du fleuve Amour, à des milliers de kilomètres de Pékin, on retrouve les restes de chasseurs-cueilleurs vieux de 14 000 à 20 000 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ascendance ancienne du nord-est asiatique. Ces populations ne sont pas à l'origine directe des Han, mais elles partagent avec eux une ascendance commune très ancienne. Ce n'est pas un mélange tardif, c'est une matrice partagée. Un fond commun est asiatique qui irrigue toute la région. Imaginez un océan de gènes et plusieurs rivières qui y naissent sans se confondre, tout en gardant la même eau à la source. Voilà ce que dit l'ADN des confins du nord-est asiatique. Voilà ce que dit l'ADN des forêts de l'amour. Une seule nappe phréatique, plusieurs rivières, un seul berceau, plusieurs histoires visibles à la surface. C'est ici que les mythes s'effondrent une seconde fois. Premier mythe à tomber, les Han viendraient de l'extérieur. L'ADN ancien dit autre chose. Plus de la moitié du génome Han vient directement des cultivateurs du fleuve Jaune. Le reste vient d'autres composantes est-asiatiques anciennes, présentes sur le territoire depuis des dizaines de milliers d'années. Rien n'est importé. Tout pousse ici. Deuxième mythe à tomber, la civilisation chinoise serait née d'un choc entre deux mondes. L'ADN ancien dit autre chose. Il n'y a pas eu de rencontre violente entre deux populations étrangères. Il y a eu une lente accumulation, une lente transformation, une lente expansion de population déjà là depuis longtemps. Troisième mythe à tomber, la langue sino-tibétaine serait venue d'ailleurs. L'ADN ancien, croisé cette fois avec l'archéologie et la linguistique, dit autre chose. La famille sino-tibétaine, qui regroupe le chinois et toute une série de langues parentes, est probablement née chez les cultivateurs du mil du fleuve Jaune, il y a plusieurs milliers d'années. La langue est une invention locale, pas une importation, pas un cadeau, une lente fabrication par des communautés qui s'exprimaient en plantant du mil.
Quatrième mythe à tomber, la Chine serait un carrefour tardif. L'ADN ancien dit autre chose, la Chine n'est pas un carrefour, c'est un berceau. Un berceau très ancien avec une population continue sur place depuis au moins 40 000 ans. 4 mythes, 4 effondrements, 4 victoires de la science sur la légende. Et maintenant, la vraie question. Si l'ADN ancien a raison, si la Chine est la continuité d'une population ancienne, pourquoi cette histoire a-t-elle été si difficile à raconter? La réponse est simple, et elle est aussi un peu douloureuse. Pendant des siècles, l'histoire officielle a préféré les empires, les empereurs, les dynasties, les conquérants. Ces histoires-là sont héroïques. Elles remplissent les livres, elles font des statues, mais les vrais fondateurs du peuple chinois ne sont pas des personnages de statues. Ce sont des agriculteurs avec des houes en bois, des femmes avec des paniers, des hommes qui semaient du mil sur les rives du fleuve Jaune il y a 9000 ans. L'histoire officielle n'a pas vu ses fondateurs. Ils étaient trop modestes, trop silencieux, trop lentement obstinés. L'ADN les a vus, eux, et ce que l'ADN a trouvé bouleverse tout. Parce qu'il réécrit la hiérarchie, les empereurs ne sont plus les héros. Les héros, ce sont les cultivateurs. Et la vraie continuité, ce n'est pas celle des empires, c'est celle des gènes. C'est ici, à ce moment précis du récit, que l'ADN devient une voix presque politique. Il ne dit pas qui a gagné, il dit qui a duré. Et celui qui a duré, ce n'est pas celui qui a conquis, c'est celui qui est resté. Continuons, allons plus loin, plus profond, regardons ce qui reste dans le génome des Han modernes, pas les milliards de lettres que la génétique a déjà déchiffrées. Regardons les anomalies, les étrangetés, les signatures anciennes. Quand un scientifique compare le génome d'un Chinois moderne à celui d'un Européen moderne, il y a une différence massive. Ce ne sont pas deux variantes du même peuple, ce sont deux arbres distincts, deux histoires parallèles. Quand il compare ensuite un Chinois moderne à un Amérindien, il y a moins de différence. Quand il le compare à un chasseur ancien de Sibérie ou de l'Amour, il y a encore moins de différence. Cela ne veut pas dire que les Chinois sont des Sibériens, ni des Amérindiens. Cela veut dire que toutes ces populations partagent un fond ancien commun, qui s'est lentement différencié sur place. Pas une marche forcée depuis l'Afrique lointaine, pas une migration unique, une lente différenciation locale. C'est ici que la science devient lumineuse une seconde fois. Ce que la génétique appelle l'ascendance ancienne du nord-est de l'Asie n'est pas une théorie, c'est une donnée. Et cette donnée dit quelque chose de très simple, la population qui allait devenir chinoise existait déjà en Asie de l'Est. En tant que population distincte, il y a au moins 40 000 ans. Pas comme un pion sur un échiquier, comme un paysage. Et ce paysage n'a pas été remplacé, il a été habité. Maintenant, ajoutons une dernière couche. L'ADN mitochondrial des femmes chinoises modernes raconte une autre histoire, complémentaire. Plusieurs lignées maternelles, dont la fameuse D4, qui appartient à un fond est-asiatique très ancien. Ces lignées-là ne viennent pas d'ailleurs. Elles ne sont pas arrivées récemment, elles sont là depuis au moins 20 000 ans, mais d'autres lignées maternelles, plus discrètes, plus anciennes encore, racontent la même chose. Une présence ancienne, un enracinement profond, une fidélité à la Terre qui ne s'est presque jamais rompue. Résumons. Quand on superpose tous les flux d'ADN, on arrive à une image qui n'a rien à voir avec les 4 mythes populaires. Premièrement, l'homme de Tianyuan, vieux de 40 000 ans, est déjà un ancêtre direct des populations qui vont devenir chinoises. Deuxièmement, les cultivateurs du mil du fleuve Jaune, vieux de 9000 à 5000 ans, sont à l'origine de plus de la moitié du génome Han moderne. Troisièmement, les fermes du Yangtze ont fourni une autre composante, distincte mais complémentaire. Quatrièmement, un fond ancien commun à toute l'Asie du Nord-Est irrigue l'ensemble, depuis l'Amour jusqu'à la Chine du Sud. Cinquièmement, le chromosome Y nous dit qu'environ 40% des hommes Han descendent directement de quelques fondateurs néolithiques du fleuve Jaune. Sixièmement, la famille sino-tibétaine est probablement née avec ses cultivateurs. Septièmement, aucune composante génétique majeure n'est venue de l'extérieur en quantité significative. Pas de l'Europe, pas de l'Afrique lointaine, pas du Moyen-Orient. Et c'est ici que la comparaison dont parle le titre trouve son sens profond, quand on a commencé à comparer l'ADN des Chinois Han modernes à toutes les populations du monde, anciennes et modernes, une seule grande catégorie a tenu la comparaison.
Une seule matrice profonde a gardé le contact à travers les millénaires, ce ne sont pas les Européens, ce ne sont pas les peuples d'Afrique lointaine, ce ne sont pas les Moyen-Orientaux, ce sont les populations est-asiatiques elles-mêmes, les descendants directs des hommes et des femmes qui vivaient déjà là, dans le bassin du fleuve Jaune et dans la grande matrice et asiatique depuis des dizaines de milliers d'années. Une seule correspondance, pas avec un peuple lointain, avec leur propre passé. Et cela, c'est ce qui rend la conclusion vertigineuse. Le peuple chinois n'est pas un peuple qui s'est formé en conquérant d'autres peuples. C'est un peuple qui s'est formé en restant. En restant, il a lentement transformé ses voisins. En restant, il a lentement absorbé des populations apparentées. En restant, il a lentement inventé ses langues, ses écritures, ses philosophies. Le mot civilisation cache souvent une illusion. Il laisse croire qu'une civilisation est le fruit d'une rencontre spectaculaire, d'un choc fondateur, d'un grand choc entre deux mondes. L'ADN dit autre chose. Une civilisation peut aussi être le fruit d'une longue patience, d'un long enracinement, d'une longue fidélité au même sol, à la même eau, au même ciel. Voilà ce que raconte le génome chinois. Ce n'est pas une histoire de conquérant, ce n'est pas une histoire d'empire, c'est une histoire de cultivateur, c'est une histoire de labeur, c'est une histoire de durée. Et c'est précisément pour cela que cette histoire est difficile à raconter. Elle ne fait pas de bruit, elle n'a pas de statut, elle n'a pas de grands héros, elle a juste des hommes et des femmes qui ont creusé la terre pendant 9000 ans. Voilà pourquoi l'ADN les a vus et pas les livres. Voilà pourquoi les mythes sont tombés. Voilà pourquoi une seule correspondance a tenu. Parce que la Chine n'a pas été faite par ce qui est arrivé, elle a été faite par ce qui est resté. Il y a encore un point que la science a clarifié et qui mérite d'être souligné. Quand on regarde les variants génétiques rares dans la population Han moderne, on ne trouve pas une signature de choc massif, mais une signature d'accumulation lente. De petits gains, génération après génération. De minuscules sédiments déposés sur un fond très ancien. C'est l'image inverse d'une invasion. C'est l'image d'une lente sédimentation. Cela donne une autre profondeur à la continuité. Une continuité ne veut pas dire la stagnation. Elle veut dire qu'un peuple a su transformer son milieu, ses outils, ses langues, ses habitudes, tout en gardant le même fond génétique. C'est presque un paradoxe. Un peuple peut changer à la surface sans changer dans ses profondeurs. Et c'est exactement ce que montre l'ADN chinois. C'est ici, dans cette profondeur, que se trouve la vraie résolution du mystère. Si la Chine est si vieille, si ses ancêtres sont si anciens, pourquoi son histoire a-t-elle été si souvent racontée en termes d'invasion, d'empire, de conquérant? La réponse tient en deux mots. Parce qu'elle est plus spectaculaire. Une invasion, c'est un événement. Une dynastie, c'est une date. Une migration brutale, c'est une carte. Mais une lente continuité de 40 000 ans, ce n'est presque rien à raconter. Pas de coup de théâtre, pas de traité de paix, pas de bataille légendaire. L'ADN, lui, raconte ce que les livres ne racontaient pas. Pas parce que les livres mentent, mais parce qu'ils ne s'intéressent qu'aux instants spectaculaires. L'ADN, lui, s'intéresse à la nappe phréatique. Et la nappe phréatique chinoise ne s'est presque jamais rompue. Voilà la vraie raison pour laquelle une seule correspondance a tenu. Parce que les autres candidats à la comparaison n'avaient ni la même ancienneté, ni la même profondeur, ni la même cohérence à travers les millénaires. Quand on compare un Européen moderne à un Chinois moderne, on compare deux histoires parallèles. Quand on compare un Européen moderne à un cultivateur du fleuve Jaune, la distance est immense. Mais quand on compare un Chinois moderne à un cultivateur du fleuve Jaune, la distance est faible, presque familiale. C'est cette proximité-là qui a stupéfié les chercheurs. C'est cette proximité-là qui a fait tomber les mythes. Et maintenant, fermons ce voyage. Quand vous croiserez un Chinois Han dans la rue, vous ne regarderez pas un peuple parmi d'autres. Vous regarderez une des plus longues histoires humaines jamais documentées. Une histoire qui a commencé bien avant les pyramides, bien avant l'écriture, bien avant les grandes routes commerciales. Une histoire qui n'a jamais cessé d'être elle-même. Voilà ce que la comparaison génétique révèle. Et voilà pourquoi elle est, sans exagération, l'une des plus grandes réécritures de l'histoire humaine de notre époque. Ce n'est pas une petite retouche, c'est un changement de perspective complet. Ce ne sont plus les conquérants qui sont au centre, ce sont les fermiers. Ce ne sont plus les empires qui sont au centre, ce sont les gènes.
Ce ne sont plus les routes commerciales qui sont au centre, c'est le fleuve jaune. Et quand l'ADN ancien aura été lu dans ses moindres recoins, quand chaque os aura parlé, quand chaque mitochondrie aura livré son dernier secret, une seule image restera. Une image simple, une image émouvante, une image vraie, celle d'un peuple qui n'a jamais cessé d'être là, génération après génération, sur la même terre, sous le même ciel, avec le même ADN. Voilà le paradoxe ultime. La Chine est l'une des plus vieilles civilisations continues du monde. Elle a vu passer des dizaines de dynasties. Elle a vu des centaines d'invasions. Elle a connu des famines, des guerres, des bouleversements. Et pourtant, l'ADN est resté presque le même. Cela signifie que les Chinois ne sont pas entrés dans l'histoire par la violence de leurs armes, mais par la durée de leur présence. Ce ne sont pas les conquérants qui ont fait la Chine, ce sont les fermiers. L'ADN ancien l'a prouvé. Et la preuve est désormais irréfutable. Voilà pourquoi, quand on aura tout compris, on ne se demandera plus d'où vient le peuple chinois. On se demandera comment il a fait pour rester. Et la réponse est là, inscrite depuis 40 000 ans, dans la mâchoire d'un homme oublié au fond d'une grotte près de Pékin. C'est l'ADN qui a parlé. Et l'ADN, lui, ne ment pas.